la deuxième partie de notre émission Territoire d'info avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et le réseau Via Télévision et évidemment TV5 Monde qui nous rediffuse dans le monde entier. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Notre invité politique ce matin, vous êtes président du groupe LR au Sénat. Merci d'être avec nous pour vous interroger à mes côtés. Oriane Mancini, Public Sénat, spécialiste politique. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Denis Jambard, vous êtes éditorialiste à Nice Matin et Challenge. Et merci d'être avec nous ce matin. Bruno Retailleau, l'actualité immédiate, c'est que donc les représentants des Gilets jaunes ne se rendront pas à l'hôtel Matignon pour voir le Premier ministre. C'est une annulation unilatérale de leur part. Est-ce que vous regrettez qu'ils n'aillent pas revoir le Premier ministre ce matin, vous qui l'avez vu hier d'ailleurs? On peut le regretter. Maintenant, c'est, comment dirais-je, dans l'ordre de ce mouvement, de ne pas connaître de représentants, puisque c'est un mouvement 2.0, 3.0, totalement désintermédié, c'est-à-dire sans intermédiaire. Et c'est d'ailleurs le risque, qu'a enclenché peut-être aussi Emmanuel Macron à vouloir faire en sorte qu'en politique, mais aussi en démocratie sociale, il n'y ait plus d'intermédiaires, il n'y ait plus ces corps constitués qui sont autant de relais. Je pense aux élus, je pense aux partenaires sociaux. Et là, on voit bien que c'est dangereux parce que lorsqu'éclate ce type de colère, ce type de protestation et même d'exaspération, alors le dialogue est difficile à nouer. Et moi, je pense de tous mes voeux qu'il y ait un dialogue, mais ce dialogue ne pourra pas avoir lieu tant que le gouvernement n'aura pas mis sur la table des propositions fortes. Mais comment on sort de la crise si Gilets jaunes et exécutifs ne se retrouvent pas autour d'une même table ? Mais je ne dis pas que c'est simple. Simplement, je constate, comme beaucoup d'autres, qu'à l'origine de cette crise, c'est un ras-le-bol fiscal. On répond à un ras-le-bol fiscal par une baisse de taxes. Le Sénat l'a anticipé puisque nous avons annulé la hausse de taxes pour 2019. Donc, j'entends parler de moratoire. Un moratoire, si vous ouvrez le dictionnaire, c'est simplement des délais. C'est simplement repousser la date d'application de la hausse des taxes. Donc pour vous, un moratoire, ce n'est pas suffisant. Vous demandez l'annulation. Je demande l'annulation. Pourquoi d'ailleurs? Parce que dans le droit parlementaire, j'explique aux téléspectateurs qui nous regardent, le Sénat a annulé la hausse de taxes. Donc il n'y a plus de hausse de taxes. Si le gouvernement fait un moratoire, c'est-à-dire que s'il veut simplement reculer au printemps ou à l'été la hausse de taxes, ça veut dire que le gouvernement va devoir la semaine prochaine à l'Assemblée nationale redéposer un amendement pour recréer la hausse de taxes. Vous vous rendez compte? Vous imaginez? Je ne suis même pas sûr que sa majorité le suive. Et certainement pas le pays, certainement pas les Gilets jaunes. Denis Jambard. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle forme d'expression démocratique, au fond, qui est liée aux réseaux sociaux, enfin à cette société 2 ou 3.0, comme vous l'appelez, eh bien, on peut la maîtriser désormais? Quelles sont les réponses? Comment on gère cet effondrement, finalement, de la démocratie représentative, dont vous avez été d'ailleurs victime l'année dernière au cours de l'élection présidentielle, puisqu'il y a eu un grand coup de balai. Et au fond, j'ai même le sentiment que c'est la suite. Ce que Macron déjà été pris dans ces filets-là, il n'a pas été très bien élu, 24% des suffrages, et donc 18% des inscrits. Comment on fait pour gérer ça aujourd'hui ? Merci de poser cette question parce qu'elle est fondamentale. Et d'ailleurs, en vous référant à la campagne présidentielle d'il y a 2 ans, finalement, Emmanuel Macron avait entrebâillé cette porte-là au dégagisme. Et aujourd'hui, il en est en quelque sorte victime. La porte lui claconnait. Moi, je pense qu'il y a une chose à faire. Je crois que notre démocratie représentative ne peut pas se contenter tous les 5 ans parce que la grande élection qui compte, c'est même plus l'élection législative, puisque l'élection législative est une réplique des présidentielles. C'est l'élection présidentielle. Les gens veulent pouvoir s'exprimer plus souvent. Je pense qu'on a un outil qui est un outil dans la Constitution qui est assez robuste, c'est le référendum. Et je pense que demain, il faudra dans un quinquennat 2 ou 3 référendums pour que la démocratie représentative s'articule mieux avec une démocratie de type direct. Et moi, je pense que toutes les insurrections électorales, on l'a vu pour le Brexit, on l'a vu avec M. Trump, on l'a vu au Brésil, on l'a vu dans d'autres pays européens, viennent du fait que désormais, les classes moyennes, les classes intermédiaires, celles qui constituent la charpente, la colonne vertébrale de nos sociétés, elles ont le sentiment que ceux qui les représentent, qui gouvernent, sont insensibles à leurs choix et en clair que la majorité ne gouverne plus. Et ça veut dire que vous plaidez pour une réforme de l'article 11 de la Constitution pour modifier le champ du référendum? Non, moi je suis pas du tout le genre à vouloir toucher à la Constitution tous les matins. D'ailleurs, je pense que le gouvernement serait bien inspiré s'il laissait de côté la révision constitutionnelle. Ça n'est pas du tout ce que demandent les Français. Non, simplement, je pense qu'on a tous les outils et qu'il faut appliquer régulièrement le référendum parce que les gens ont besoin de s'exprimer. La soupape de sécurité. Mais oui, mais vous savez, les gens s'expriment ou dans la rue
ou dans les urnes. Moi, je préfère qu'il s'exprime régulièrement dans les urnes. Oui, puisqu'on apprend à l'instant via l'AFP qu'Édouard Philippe va annoncer un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant. Alors, vous nous avez dit, vous demandez une annulation, mais est-ce que ce moratoire, vous dites quand même, c'est un premier pas? Ça peut calmer les choses. C'est insuffisant. C'est absolument insuffisant. J'espère que ce moratoire, en réalité, est une annulation qui ne veut pas dire son nom. Si c'est une question de sémantique, si c'est une question de vocabulaire, je veux bien l'entendre. Mais si c'est au vrai sens du mot, c'est-à-dire simplement des délais avant que la hausse de taxes ne s'applique, ça n'est pas à la hauteur. Ça ne calmera rien. Vous savez que les Français ne savent pas. Là aussi, c'est un problème de démocratie, cette trajectoire de la fiscalité verte. Mais ce qui est prévu pour le moment, c'est un triplement par rapport à la hausse de 2018, c'est un triplement pour les carburants d'ici 2022. Vous imaginez ça? Quand les Français l'apprendront, concrètement, verront les applications avec une cuve de fioul de capacité moyenne qui, en 2022, coûtera 530 € de plus, avec le diesel, l'essence, etc., avec le gaz. On ne parle pas du gaz. C'est 172% d'augmentation qui sont prévus. Est-ce que les Français pourront l'entendre? Non, j'espère que le Premier ministre, dans sa bouche, moratoire veut dire annulation de la hausse prévue en 2019. Alors, vous dites que ce n'est pas suffisant, ça ne répond pas à la colère. Qu'est-ce que vous attendez de plus comme geste de la part d'Édouard Philippe aujourd'hui? Les choses sont simples. J'attends que Édouard Philippe écoute ce que le Sénat a fait dans sa sagesse, puisqu'il y a déjà 1 an, nous avons dénoncé. Donc, on annule. Uniquement l'annulation, ou est-ce qu'il faut aussi une réforme fiscale, un big bang fiscal, comme disent certains? Moi, je pense qu'en tout cas, ce n'est pas un big bang fiscal. Il y a une injustice fiscale de la politique d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que moins de 2%, c'est notre commission des finances qui l'a calculé, moins de 2% des Français ont massivement profité des réformes fiscales d'Emmanuel Macron. Donc les Français sentent qu'en fait, il y a une injustice. Les retraités, les familles, les ruraux. Vous êtes pour le rétablissement de l'ISF? Non. Alors comment on fait? Parce que l'opposition s'oppose, c'est bien normal, mais l'opposition ne propose pas. Nous proposons, mais on ne peut pas proposer d'idées démagogiques, parce que l'ISF, en réalité, c'est ce qui a tué aussi l'emploi en France. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'avec un chômage de masse, on a pratiquement 6 millions de Français, catégorie A, B et C, qui sont au chômage ou sous-employés. Mais sa suppression n'a eu aucun effet sur le chômage depuis 18 mois. Écoutez, en tout cas, regardez la France par rapport au niveau européen. Nous sommes passés du 22e rang au 24e rang sur le chômage. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Quand on veut baisser des impôts, quand on a voulu, Emmanuel Macron a proposé la suppression de l'ISF. Il aurait fallu qu'on baisse les impôts pour tout le monde. C'est là le vice de départ, c'est qu'on a fait une réforme fiscale injuste. Et croyez-moi, si quelqu'un pense en France que c'est en ajoutant des impôts, en remettant des impôts et des nouvelles taxes qu'on retrouvera la prospérité, c'est faux. Je me refuse, vous m'entendez? Je me refuse à toutes les solutions démagogiques. Je me refuse à dire aux Français que c'est en travaillant moins, que c'est en taxant plus, qu'on aura demain plus d'emplois et plus de prospérité. Parce que ceux qui veulent du niveau de vie, ceux qui veulent du pouvoir d'achat, il faut leur dire qu'il va falloir mettre une quantité de travail sur la table. Par exemple, en matière 35 heures, il faudra en sortir pour que les gens puissent être mieux rémunérés, mieux payés. Et il faut aussi baisser la dépense publique, alors. Absolument. Vous avez totalement raison. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Il faut, comme une incantation, baisser la dépense publique, bien sûr. Mais on ne voit jamais comment il faut le faire. Eh bien, je vous donne quelques exemples. On a fait des propositions pour une baisse de la dépense publique de 20 milliards. Mais si on rehausse le montant de travail, par exemple hebdomadaire, si on fait sauter les 35 heures, en considérant correctement les gens pour mieux les payer, etc., eh bien, on gagnera justement de la dépense publique. Si demain, là, on tient compte de l'espérance de vie pour l'âge légal de départ à la retraite et qu'on passe progressivement à 63 ans, etc., on gagnera en 2025 19 milliards. Donc ce sont des choses concrètes. Les doublons, j'étais président de département, président de région, mais ce sont des centaines, des milliers de doublons entre ce que font les collectivités et ce que continue à faire l'État. Ça, c'est concret, mais on n'a pas eu le courage. Et Emmanuel Macron, c'est 51 milliards de dépenses de plus en 2 ans. Alors, justement. Et
Monsieur Hollande, c'était 37 milliards. Vous vous rendez compte? Emmanuel Macron, hier vous avez rencontré Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe qui devrait faire les annonces aujourd'hui. Est-ce que, vu la crise, vous dites c'est au président de la République de parler? Évidemment. Je l'ai dit à l'issue à Matignon. Et je suis allé à Matignon, mais j'y suis allé sans aucun espoir. D'ailleurs, ça a duré, on était trois, on s'est exprimés tous les trois, Laurent Wauquiez, Christian Jacob et moi, et en moins de 20 minutes, le tour était bouclé. Bien sûr, ça s'est passé? Le patron... Ça s'est passé, c'était un enregistrement de ce que nous disions. Ça s'est passé. Je vous rappelle que c'est ça fait partie, je ne veux pas dire que c'est inutile, ça fait partie d'une forme de dramaturgie de sortie de crise. J'espère qu'il y aura une sortie de crise. Mais ça n'a servi à rien. Enfin, en tout cas, moi j'ai redit ce que nous avions fait au Sénat et ce qu'il fallait faire si le gouvernement voulait être entendu. Un mot d'ordre public que je dirai peut-être après, parce qu'on a un droit à manifester qui est contesté aujourd'hui. On va y revenir, mais donc pour le vous, patron, c'est à Emmanuel Macron de parler. c'était- Est-ce qu'il est bien encore sûr. audible, Emmanuel Macron, aujourd'hui? Bien sûr. Je pense que derrière tout cela, il fera qu'il repense son lien avec les Français. Je pense que cette verticalité a paru à beaucoup de Français trop arrogante, peut-être trop vaniteuse, trop personnelle. Je voudrais simplement lui dire que dans l'histoire de France, tout régime confondu, la verticalité, oui, c'est quelque chose qui est important, mais c'est ce qui relie le régalien au populaire. Et là, alors là, le régalien, l'ordre, l'autorité de l'État est bafouée, et pas seulement quand des ministres partent sans en informer le président de la République, mais on l'a bien vu avec l'Arc de Triomphe et surtout Bruno la Retailleau, profanation de la tombe du On va y soldat venir. inconnu. Vous avez l'air de gommer le rôle du Premier ministre. Non, mais moi, je pense que le Premier ministre a son utilité sous la Ve République. Et on va peut-être le voir, là, d'ailleurs. Bon, c'est quelque part une sorte de protection. Alors, parfois, il la joue plus ou moins bien. Bon, Et là, il protège mal le président? bah écoutez, je ne veux pas faire porter sur les épaules d'Édouard Philippe plus qu'il faut lui en faire porter. Mais bon, il a cette raideur un peu jupéiste, évidemment, qui facilite pas le dialogue. Trop. Il a été Voilà. trop droit dans ses bottes pendant cette crise? Supéiste. Je trouve que le président de la République, qui a tendance à être un petit peu raide, devrait s'accommoder d'un Premier ministre à l'échine un peu plus souple, vous voyez. Vous voulez son changement? Non, monsieur, moi je n'aime pas demander la démission. Je le fais le moins souvent possible parce que ça fait partie des marronniers, et les hommes politiques demandent des démissions quand ils n'ont plus rien à proposer. Et Denis Jean-Bart, de ce point de vue-là, a raison. Ce que les Français attendent, c'est pas qu'on critique toujours, c'est qu'on essaie de faire des propositions. Voilà. C'est Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, qui est notre invité politique aujourd'hui dans Territoire d'Info. Audition de Christophe Castaner au Sénat cet après-midi. Est-ce que le Sénat sera plus offensif que ne l'a été l'Assemblée nationale? Le ministre de l'Intérieur était hier à l'Assemblée nationale. Vous attendez quoi de cette audition? Votre question, elle est intéressante. Vous parlez d'une commission d'enquête en termes d'offensive, de communication en réalité. On a vu avec l'affaire Benalla que la d'audition, commission... pas de commission. D'audition, pardon. On a vu avec la commission, c'est pour ça que je pensais à l'affaire Benalla, que le Sénat ne se situait pas sur ce plan-là. Nous, on essaie d'aller rechercher la vérité avec beaucoup de rigueur, beaucoup de rigueur. Ça ne veut pas dire qu'un esprit un peu facétieux comme Philippe Bas peut pas avoir un peu, de temps en temps, quelque ironie sympathique, mais ce que je crois, c'est que le Sénat travaille sérieusement et on s'attachera à regarder ce qui n'a pas fonctionné parce que franchement, il y a eu un énorme problème. On ne peut pas, et moi je l'ai vu naître à Nantes, il y a 3 ans, avec les zadistes. À 3 reprises, Nantes, puis Rennes, les centres-villes ont été saccagés. Les mêmes modes opératoires. C'est pour ça que j'avais proposé au Sénat, on l'a adopté, une proposition de loi anti-black blocs. Moi, je pense qu'il faut casser les casseurs. Elle a été rejetée par le gouvernement. Alors, vous avez raison, le gouvernement m'a répondu pour l'instant en disant mais on va faire un groupe de travail. Les groupes de travail, les groupes de parole. C'est ce qu'a redit Laurent Nunez hier à l'Assemblée nationale. Pas beaucoup. Alors, justement, il a dit que certaines de vos propositions étaient quand même intéressantes et qu'il allait travailler dessus. Je voudrais expliquer les choses. C'est qu'on a des interpellations par centaines. Et on a des suites judiciaires très décevantes. Pourquoi? Sauf pour les pauvres gilets jaunes qui se sont fait prendre et qui ne sont pas les vrais casseurs. Eh bien, parce que ces gens-là maintenant se masquent, se cagoulent, et on ne parvient pas à relier l'identité à la commission de l'infraction du délit. Eh bien, nous avons fait, dans ce texte de loi, le fait de venir dans un groupe qui commet des violences et d'être masqué, eh bien, nous en faisons non plus une infraction, mais un délit puni d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Il n'y a que cette façon-là. Il faut donner à nos policiers et à nos juges des nouveaux outils parce que le niveau de violence a augmenté et aujourd'hui, je le dis solennellement, c'est le droit constitutionnel à manifester qui est désormais atteint. Est-ce que demain en France, on pourra encore manifester
paisiblement. Il faut prendre un certain nombre de dispositions juridiques, bien sûr, judiciaires, mais aussi policières, avec... pas en amont, le renseignement territorial, par exemple, c'est pas très important. Bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est fondamental. Le renseignement en matière de maintien de l'ordre, en matière d'ordre public, c'est absolument fondamental. Mais évidemment, on a vu, d'ailleurs, le Premier ministre, lorsque je l'ai rencontré hier, nous a carrément dit que la doctrine de maintien de l'ordre telle qu'elle avait été mise en œuvre sans doute samedi était devenue désormais inappropriée. C'est ce que dit aussi Emmanuel Macron. Mais juste dans vos propositions, il y a aussi périmètre autour des manifestations avec des fouilles. C'est bien ce qui a été fait samedi. Non, mais on a un volet préventif et un volet répressif. Le volet préventif, il y a cette possibilité-là. Voilà. Seulement, il ne faut pas bloquer tout le monde. Et on aurait pu élargir les fouilles. C'est pas ça qui a posé problème. Les gens ne voulaient pas montrer leur carte d'identité. Et on crée, comme les hooligans, un fichier où on peut interdire des hooligans violents de stade. Eh bien, nous, on propose que quand une fois quelqu'un s'est fait prendre, eh bien, il puisse y avoir une interdiction à ce qu'il manifeste, sinon il sera sanctionné sévèrement. Tony Jambard. Deux questions. Est-ce que vous pensez que le moratoire va empêcher une manifestation samedi, que ça suffit pour arrêter le mouvement? Et deuxième question, c'est comment on fait pour empêcher une manifestation qui ne se déclare pas? Première question, non. Je pense que c'est une proposition qui est bien en deçà de ce que souhaite le mouvement des Gilets jaunes. Peut-être le moratoire aurait-il suffi il y a 15 jours, voilà. Et vous avez raison. C'est très, très, très difficile. C'est pour ça que ces mouvements spontanés, où il n'y a pas d'interlocuteur pour dialoguer, ces mouvements spontanés, où il n'y a pas d'encadrement, justement pour organiser, sont extrêmement complexes. C'est aussi pour cela, et j'en termine là, qu'il faut agir vite, vite, vite et fort. Parce que demain, il sera trop tard. On ne pourra plus arrêter. Et j'invite vraiment Emmanuel Macron, le Premier ministre, mais c'est Emmanuel Macron qui va prendre la décision, à prendre des décisions fortes et pas des demi-décisions, pas de fausses décisions. Il faut plus se cacher. Merci Bruno Retailleau. On fait comment samedi alors? On interdit la manifestation? Je pense que Moi, je pense que non. Je pense qu'il ne faut pas interdire la manifestation. Simplement, on ne fait pas une fan zone de l'Étoile. On agit différemment. On change la doctrine. On a des groupes. Alors, il faut encore plus, sans doute, en nombre de policiers, de gendarmes mobiles, etc. Et il faut qu'il y ait des groupes qui soient mobiles. Et quand il faut aller au contact, je suis désolé, il faut aller au contact. Merci voilà. Bruno Retailleau, président du groupe LROCA, d'avoir été notre invité politique ce matin. On passe au débrief de vos propos et Yves Tréhard nous rejoint. Au revoir Bruno Retailleau, merci d'avoir été notre invité politique ce matin. Bonjour Yves Tréhard, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves, bonjour Cyril, bonjour Cyril. Alors Denis passe d'intervieweur à commentateur. Eh bien, on va commencer par vous. Je vous laisse la parole Yves ce matin. Alors, comment sortir de la crise? Est-ce que l'opposition, d'abord, a des idées et des stratégies sérieuses pour sortir de la crise? Vous venez d'écouter Bruno Retailleau. Comment sortir de la crise? C'est, je dirais, aux politiques de le voir. Bruno Retailleau a cette qualité par rapport à la plupart des opposants à Emmanuel Macron d'être plutôt dans la construction, c'est-à-dire dans la proposition, alors que les autres aboient pendant que la caravane est en train de se cabosser. D'abord, dites pas l'opposition, c'est les oppositions. Mais ce qu'on constate justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les oppositions forment une opposition. Ils disent tous la même chose, qu'ils soient de droite, de gauche, ou de la droite de la droite ou de la gauche. C'est généralement le concours l'épine de la démagogie et de l'incompétence, et même je dirais de l'inconséquence. Alors, Bruno Retailleau, c'est pas ça. Bruno Retailleau, au contraire, il dit il faut pas rétablir l'ISF, il faut revoir la fiscalité, il faut supprimer. Il dit que le moratoire c'est insuffisant, surtout. Non, mais d'accord, mais peut-être. D'ailleurs, attendons de voir ce que va dire le Premier ministre. On n'en sait rien. Pour le moment, on est sur le moratoire. Ça sera peut-être une suppression. Quand on parle de moratoire, généralement, on se dirige tout droit vers la suppression. On se souvient de ce que Chirac avait fait avec le CPE. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pris les décrets d'application, carrément, alors que la loi avait été votée. Là où je suis en désaccord avec Bruno Retailleau, c'est sur le maintien de l'ordre. Je pense que sur le maintien de l'ordre, je n'ai pas trouvé bon du tout le ministre de l'Intérieur hier soir à la commission d'enquête au Sénat. Non, à l'Assemblée nationale hier soir. Critiquent, à l'Assemblée hier soir. À l'Assemblée, je pense que tous ceux qui le critiquent sont aussi démunis et désemparé que lui, parce que je suis désolé, moi je préfère qu'on souille l'Arc de Triomphe, qu'on se réveille avec 5 ou 6 morts parmi les forces de l'ordre, et c'est ce qui pourrait se passer s'il y avait vraiment des affrontements. Donc,
là, c'est très compliqué. Si vous sanctuarisez l'Ouest parisien, vous livrez l'Est aux casseurs. Il y aura toujours quelque chose à dire là-dessus. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on arrête les manifs. Il ne faut pas qu'il y ait de manifs samedi prochain. Vous ne pouvez pas arrêter une manifestation qui ne se déclare pas comme manifestation. C'est là où je ne suis pas naïf non plus. C'est qu'il y a aussi des manifestations. Alors, ce moratoire. Simplement, ce qu'on attend aujourd'hui, je pense qu'il a raison aussi, Bruno Retailleau, c'est des mesures de la part du Premier ministre qui ne soient pas démagogiques, c'est-à-dire qui ne consistent pas à supprimer, à restaurer l'ISF et toutes ces choses-là, c'est-à-dire des mesures pour diminuer la dépense publique, mais aussi pour diminuer la pression des prestations sociales, des impôts. Et puis, d'un autre côté, je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie. Il ne pourra pas en faire l'économie. Il faudra un grand discours du président de la République pour remettre de la solennité à tout ça. Alors, ce moratoire, ça apparaît quoi? Light à côté des réponses qu'il faut apporter, Denis Jean-Bart. S'il y a un moratoire, je pense que c'était une décision qu'il fallait prendre il y a 15 jours. Ouais. Donc depuis, s'est cristallisé d'autres choses dans ce mouvement. Alors il y a tout et n'importe quoi dans les demandes, mais je crois qu'il y a l'expression aussi d'un problème de pouvoir d'achat. Et ça, c'est très compliqué d'apporter une réponse rapide, immédiate. Ça ne se gère pas dans l'urgence. Et c'est ça qui est assez inquiétant. C'est est-ce que cette décision que va prendre le Premier ministre peut arrêter ces manifestations? Ça, je n'en suis pas sûr. D'autant que, ayant beaucoup circulé dans le sud de la France ces derniers jours, j'ai vu d'abord des gens en général très pacifistes, très gentils, qui vous arrêtent, qui vous parlent gentiment, devenus très populaires parce qu'ils ouvrent les péages d'autoroute, donc les gens passent en klaxonnant et sont très contents de ne pas payer. Et surtout, ils sont installés dans la durée. Ils ont fait des campements, c'est assez festif, et ils se préparent à passer les fêtes de fin d'année comme ça. Donc, c'est pas si simple. Son nouvel an là-bas. C'est pas si simple que ça, vous voyez, à désamorcer. En plus, ils sont sortis, comme pour reprendre l'expression, de leur grotte, de leur trou, ces gens-là. Et pour la première fois, ils retrouvent du collectif. Donc, c'est très compliqué à désamorcer et je ne suis pas sûr que cette mesure n'arrive pas trop tard. Elle est absolument nécessaire, si c'est celle-là, si c'est cette mesure de ce moratoire qui est pris, mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Il n'y aura pas que ça. Non, mais voilà, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. On ne peut pas imaginer qu'après les mouvements qu'il y a eu, après la colère qui est assez diffuse, qui ne porte pas uniquement sur la taxe. Oui, et puis il y a les engrenages, les lycéens maintenant, vous savez, bon... les lycéens, il faudrait qu'ils rentrent vite au collège parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils manifestent. Non, mais ils ne savent pas, mais et les agriculteurs, ça le mérite au moins d'être cadré, les agriculteurs, même s'il faut toujours redouter. Mais, oui, parce que les agriculteurs, souvent, c'est très violent. Je comprends mal, d'ailleurs, l'appel de la patronne de la FNSEA. Sincèrement, dans ce pays, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Elle l'est d'habitude, pourquoi ? Mais oui, mais là, sincèrement, c'est vraiment pas sérieux, quoi. Il faut arrêter aussi d'abonder dans le sens de toutes ces colères dont certaines sont justifiées, mais qui ne doivent pas s'exprimer n'importe comment, quoi. Et c'est aussi aux responsables de faire leur travail et de savoir canaliser tout ça. Simplement, je ne pense pas qu'ils puissent s'en sortir uniquement avec la moratoire sur la taxe carbone. Il va falloir qu'il y ait un plan beaucoup plus ambitieux. Et encore une fois, ça doit tenir en 2 points. Réduire la fiscalité et la pression fiscale, mais aussi réduire la dépense publique. C'est pas évident. Mais ce que vous dites tous les deux, c'est qu'au fond, le gouvernement et le président de la République, et a forciori, il y a toujours un temps de retard. Non, mais si vous voulez, il y a simplement, il ne faut pas qu'il fasse un virage social. Je pense qu'il y a un péché originel. Il y a eu une réforme fiscale, c'est ce que d'ailleurs disait Bruno Retailleau, et il n'y a pas eu de baisse des dépenses publiques sérieuse. Voilà. Le président a promis une baisse, je crois, de 70 milliards sur le quinquennat, mais vous avez déjà 2 budgets qui sont passés, puisque le budget 2019 est en voie d'adoption, et pas grand-chose n'a été fait. En réalité, vous avez toujours une dérive de la dépense publique. Donc, comment vous faites pour baisser les impôts quand la dépense publique continue à dériver? C'est là où l'équation est difficile, parce que d'ailleurs, ce que demandent les manifestants et les gilets jaunes, c'est évidemment pas de la réduction de la dépense publique. Parce que ce qu'ils veulent, c'est plus de services publics, c'est plus... Surtout les prestations sociales. C'est plus d'État, c'est plus de prestations sociales. Les prestations sociales,
c'est 35% de notre produit intérieur brut, de la richesse qui est créée dans ce pays. Donc, vous vous rendez compte, c'est contradictoire avec ce que demandent effectivement les Gilets jaunes. Donc ça, c'est compliqué pour eux. Si donc la c'est pour ça que depuis 30 ans, on massive, le fait pas, voilà. si la manifestation est massive à Paris ce week-end, que donc cette annonce du moratoire par le Premier ministre ne suffise pas à calmer la colère Il n'y immédiate, aura pas que ça. qu'est-ce qui peut être fait, Denis Jambard? Très vite, il reste 2 minutes. Moi, voilà, à partir de lundi. Je suis comme Yves, je ne suis pas au Non, mais il n'y aura gouvernement, pas que le moratoire cette semaine. Mais il ne peut pas y avoir que le moratoire. C'est pas à partir de lundi, c'est à partir d'aujourd'hui et demain, il y a le moratoire. Mais là, c'est une annonce qui a été faite. Il y aura d'autres choses avec le moratoire. Le pouvoir a très peu de temps maintenant pour reprendre les choses en main. Il faut qu'il se passe des choses très fortes d'ici samedi. Très fortes. Parce que samedi, il faut que... Ou alors les gens renoncent à manifester, ou alors ils manifestent. J'ai quand même été très frappé par le sondage d'hier de Harris Interactive. Après ce qu'on a vu samedi, 85% des gens, d'ailleurs je suis étonné que ça ne soit pas 95%, des gens condamnaient les violences. Mais 72% des gens continuent des gens interrogés, des personnes interrogées, continuent à soutenir ce mouvement. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose dans l'opinion de très profond et de très préoccupant. Il y a une grande partie du public, par exemple du public de Bruno Retailleau, qui n'arrête pas de dire depuis 30-40 ans que la pression fiscale et la pression des prélèvements obligatoires est beaucoup trop forte dans ce pays. Merci beaucoup Yves Traire, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci Denis Jambard, d'éditorialiste à Nice Matin et à Challenge, d'avoir éclairé les téléspectateurs sur cette crise des Gilets jaunes. Merci. On va passer aux Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier au soir, dans les émissions politiques, mais également dans les autres matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après. Jupiter, c'est fini. Il faut qu'il descende de l'Olympe. C'est pas possible de rester comme il l'est dans le déni et ne pas considérer ce qui se passe dans son propre pays. Sur le bol fiscal, il faut l'entendre parce que c'est vrai que la France est un des pays où il y a le plus important prélèvement obligatoire et depuis longtemps, on a dépassé les 50%. Et oui, en effet, il faut faire d'un mal un bien à partir de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une refonte fiscale. Le président de la République ne peut pas continuer à rester silencieux. Il faut rendre la parole aux Français. Et pour cela, il faut organiser un référendum. Si le Premier ministre n'est pas en capacité d'envoyer des signaux forts pour montrer qu'il a entendu la colère et l'indignation et l'exaspération qui s'expriment dans le pays, il faut qu'il s'en aille et il faut revenir devant les électeurs. Et ça, c'est le président de la République qui peut prendre cette décision. Nicolas Dupont-Aignan a claqué la porte d'entrée, reprenant un argument des Gilets jaunes. Il voulait que l'entretien soit filmé et diffusé en direct. Proposition rejetée par le Premier ministre. Je perdrai moins de temps et lui aussi, puisqu'en fait, ce n'est qu'une sorte de rituel habituel. Et si Emmanuel Macron ne voulait pas être le premier président depuis un demi-siècle à faire tirer sur les Français, il fallait que les solutions soient importantes, audibles et, si je puis me permettre, immédiates. Nous voulons être les relais des Français, des retraités, des salariés, des Gilets jaunes ou pas, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et nous serons le relais de ces propositions. Ils se disent, avec un cynisme assez invraisemblable, voilà qu'il y a une crise sociale en France qui est incontestable. Il y a une colère forte qui s'exprime. On va essayer de récupérer tout ça pour voir si on ne peut pas, sur le dos des Gilets jaunes, se refaire un peu d'influence politique. Je vous demande donc solennellement de renoncer à votre politique fiscale dont les Français ne veulent plus, avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ne croyez pas que ça sera analysé comme un aveu de faiblesse. Ce sera analysé comme le geste d'un homme d'État responsable qui écoute les Français, qui les respecte et bref, qui les aime. Celui qui a une responsabilité maintenant pour sortir de ces blocages, c'est le président de la République. Et il doit décider dans un premier temps le gel total de toutes les augmentations qui sont décidées au 1er janvier, au 1er février, au 1er mars. Jacques Chirac avait raison quand il faisait de la cohésion sociale la priorité. Vous ne faites pas de réforme dans la brutalité et dans la violence. C'est-à-dire qu'il faut engager aujourd'hui une démarche de respect réciproque. Je vous respecte, je vous propose une discussion sur un ordre du jour que je vous propose, mais qu'on peut amender, qu'on peut discuter. Et cet ordre du jour-là, quand on aura discuté, on le soumettra au Parlement. Dans un instant, la troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat. À tout de suite.